Bienvenue dans l'épisode Best of de Ville Lumière. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode un peu spécial, l'épisode Best of de notre saison 1 Ville Lumière à Montpellier. On va raconter un petit peu l'histoire de ce podcast, les moments Best of qu'il a pu avoir dans cette saison qui a été incroyable et aussi qui c'est qui se cache derrière tout ce travail, cette construction, cette stratégie, cette volonté de mettre Montpellier en lumière. D'abord, l'idée, c'est de parler de l'histoire du podcast, c'est de raconter un petit peu ce qui s'est passé. En fait, il y a 1 an et demi, c'était juste une idée autour d'un café. J'ai eu la volonté en fait de mettre en valeur la ville. Pourquoi ? J'ai habité avec un ami à Paris pendant 5 ans. Et c'est vrai que là-bas, on nous donnait souvent la sensation que tout se passait à Paris, que ce soit en termes de sport, de business, de culture. On avait presque l'impression que pour réussir, il fallait passer par Paris. Et j'ai travaillé quelques années aussi à la Fédération française de football. On était tous de villes différentes et on se chambrait souvent sur c'est quoi la meilleure ville, est-ce que c'est Montpellier, est-ce que c'est Lyon, est-ce que c'est Toulouse, est-ce que c'est Nantes. Et tous en fait, avec fierté, on disait moi j'ai un tel qui vient de là, j'ai tel sportif, j'ai tel joueur. Tout ça, ça a mûri. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast ? Pourquoi pas prouver que dans nos villes de province, il se passe des trucs de fou, des choses, des projets incroyables, portés par des personnes qui sont fabuleuses. Et pourquoi pas les mettre en lumière ? Pourquoi pas les mettre en lumière sur des épisodes de format long pour raconter leur histoire, pour raconter leurs galères, leur réussite, leur succès. Et donc du coup, j'ai eu l'idée dans un premier temps de faire ça avec des sportifs, des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans la culture, 10 invités, 10 ambassadeurs, avec une ville pour commencer, Montpellier. Dans la foulée, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis, Vincent, avec qui on avait fait de nombreux projets en étant étudiant. Et après 2 minutes de discussion, il m'a dit « Vas-y, chaud, on le fait ». Vincent est un des directeurs d'Enerfip. Enerfip, vous avez dû sûrement regarder l'épisode de Julien Ostage, qui est le directeur et l'un des créateurs d'Enerfip, qui est une petite pépite montpelliéraine. Hein. C'est une boîte maintenant qui est à taille européenne, qui était une start-up. Ils ont commencé à 4, 5, un vrai modèle montpelliérain. Et ça a été un de mes grands soutiens pour ce projet. Un des grands sponsors déjà, mais qui m'a aidé à mettre tout ça en place. Qui a aidé à faire que cette histoire devienne vraiment réelle. Qu'un projet, une idée, ça soit du concret. Que maintenant, vous tapez sur YouTube, vous avez les 10 épisodes, les 10 ambassadeurs, plus cet épisode Best of. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que maintenant, voilà, je vais passer sur un épisode un peu particulier pour moi, qui marque la fin d'une saison, mais pas la fin d'une histoire, j'espère. Parce que ce podcast, c'est pas que des micros, des caméras, c'est aussi une aventure humaine, c'est aussi des personnes derrière. Parce que ce podcast, c'est pas que des micros, des caméras, c'est aussi des gens derrière, c'est aussi une aventure. On veut aussi vous montrer ça aujourd'hui, donc bienvenue dans cet épisode final, l'épisode qui célèbre la lumière et ceux qui la portent. Les 10 invités, vous les connaissez maintenant. 5 hommes, 5 femmes, au parcours incroyable. Pour commencer, Fulgence Ouedraogo, légende du rugby français, Montpelliérain pur jus. Mais ce qu'on retient surtout, c'est l'homme, fidèle à ses racines, humble dans la victoire et profondément tourné vers la transmission. Ce qui m'a marqué, moi, dans l'épisode de Fulgence, c'est l'émotion avec laquelle il parle de sa maman. Est-ce que tu es retourné au Burkina Faso, dans ton pays d'origine ? Oui, je suis retourné quelques fois depuis. Oui, Ok. voilà. Et émotionnellement, quand tu y retournes, est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche Non, j'étais touché. C'est vrai que malheureusement, j'ai perdu ma mère en 2015 et la dernière fois que je suis revenu au pays, c'était pour l'enterrement de ma mère. Mais les autres fois où j'étais revenu au Burkina, c'est ma mère qui me marquait, vraiment. Ok. D'avoir, je sais pas, ça doit être un lien comme ça, et j'avais ça qui me marquait. C'était quelqu'un d'important pour toi ? Ouais, je pense, même si je l'ai pas beaucoup connu, c'était quand même fort Enfin, c'était des liens qui étaient là, qui étaient indescriptibles, je pense, mais c'était fort. Et c'est quelque chose, tu penses, qui t'a aidé après dans ta vie d'homme et ta carrière ? Qui m'a aidé, je pense pas. Qui m'a manqué, oui, je pense. Je pense que ce cadre-là familial et ces repères-là, oui, c'est quelque chose qui m'ont manqué. Je me suis construit différemment, du coup, on va dire un peu plus centré vers moi-même, un peu refermé. Et voilà, c'était différent, mais il a fallu que j'apprenne à faire sans et à me protéger aussi. Donc, j'ai cette carapace et j'ai formé cette carapace au fur et à mesure des ans. Notre deuxième invitée était Clara Young.
Pâtissière de talent et fondatrice d'une marque qui cartonne, Clara, c'est une artiste libre, ultra créative, qui fait autant danser les idées que fondre les cœurs. Moi, ce qui m'a marqué dans l'épisode de Clara, c'est son conseil. Surtout, ne pas écouter les autres. Je crois que le premier conseil, c'est de ne pas écouter les autres. Parce que si on a en soi quelque chose qui nous anime vraiment et qu'on a envie de foncer, si on en parle autour de soi, il y aura toujours des gens qui vont vous mettre pas forcément volontairement des bâtons dans les roues, mais inconsciemment, qui vont projeter leur peur. Et si on est sûr de son projet, que vraiment il nous fait vibrer et qu'on aime ça et que notre instinct nous dit d'y aller, je pense qu'il faut s'écouter et il faut pas écouter les autres, quoi. Tu l'as vécu, ça, toi? Des gens qui projettent leur peur sur tes projets? Oui, mais à petite échelle, parce que j'ai toujours été quand même relativement encouragée dans mes projets. Mais c'est vrai que plus on s'éparpille et on communique à propos de ce qu'on a envie de faire, plus on ouvre des portes à ce que les gens disent ah non mais ça c'est risqué, parce que typiquement la boutique du centre-ville, je l'ai ouverte en plein Covid. 90% des gens me disaient non, il faut pas, quoi. Tous les petits commerces vont s'éteindre parce que c'était la paranoïa à cette époque et tout ça. Et moi je me suis dit non, au contraire, j'y vais, quoi. Après j'avais la chance entre guillemets de faire partie des commerces qui pouvaient rester ouverts, mais on pouvait juste pas accueillir à l'intérieur. Mais non, si on écoute les peurs des gens, oui, j'ai quand même eu parfois des personnes qui m'ont dit non, ça c'est un peu risqué, ou ah non, t'es sûr, enfin voilà, des petits trucs et puis c'est pas méchant, c'est jamais méchant, c'est juste des peurs en fait. Et écouter ça, ça freine en fait. Et si on veut réussir, il faut passer à l'action, donc voilà. Troisième invité, Julien Eustache, fondateur d'Enerfip, la première plateforme européenne de financement pour la transition énergétique. Julien, c'est la preuve vivante qu'on peut vivre visionnaire, engagé et garder les pieds dans la terre occitane. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est quand je propose à Julien une enveloppe un peu particulière. Si j'avais une enveloppe entre mes mains, avec la date et l'horaire exact de ta mort, est-ce que tu souhaiterais la prendre? Non. Non? Tu préfères ne pas savoir? Ouais. Ok. Ouais. Tu préfères être dans l'inconnu et voir ce qui peut t'arriver sans être au courant de la date ou de Oui, parce comment ça va se passer? Ouais, parce qu'en plus ça rejoint un peu ce que je crois, c'est-à-dire que l'avenir, rien n'est écrit absolument, et donc c'est à chacun, à chacune de le construire, et en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, le fait que se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est en accepter les incertitudes et se convaincre que c'est surtout des bonnes choses qui nous attendent. Si j'avais ce type d'information-là, ça casserait toute dynamique et c'est pas dans mon état d'esprit, donc non, je préfère pas ça. Il y a une cohérence en effet. Notre quatrième invité, Fabienne Psycho-Personic, une vraie aventurière. Infirmière, mère sportive et première femme au monde en situation de double handicap à gravir l'Everest, Fabienne, c'est le courage à l'état brut, le dépassement dans sa plus belle définition. Ce qui m'a marqué dans cet épisode, c'est son exploit hors du commun de monter l'Everest avec un petit accident sur la fin. Et j'ai été accidentée, en fait il y a un bloc de roche mélangé à de la glace qui a été décroché par d'autres alpinistes plus haut, et moi je descends face à la pente pour aller plus vite. Et du coup, j'ai pas vu le danger qui arrivait et qui m'a fauché sur le passage, quoi. D'accord, le bloc t'a fauché quand tu descendais? Ouais, strike. Voilà, donc strike, mais une quille, c'était que moi, ça n'a pas embarqué tout le monde. Mais hémorragie interne, j'ai perdu des veines principales en bas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu t'es évacué, tu continues On est à 8300 mètres d'altitude, donc il n'y a pas de secours. À cette altitude-là, là, c'était pas possible. Du coup, je tombe au sol, je me raccroche à la corde parce que sinon, pareil, je dévalais une bonne partie de la pente. Et mon binôme me dit camp 2, quoi. Donc, je sais qu'avant le camp 2, il y aura 0 secours. Et il y a combien de temps entre le moment où t'es fauché et le camp 2? Quasiment 36 heures, quoi. Ah oui. Non. Ouais. Tu m'as parlé d'hémorragie interne. Oui. Donc, tu nous fais une hémorragie interne. Ouais. C'est ma botte qui a Figaro. On sent quand on a une douleur quelque part ou qu'il y a, en tout cas, hémorragie, maintenant je le sais. On a cette sensation d'avoir son propre pouls dans l'articulation qui est lésée. Là, clairement, je sentais mon pouls dans mon mollet, quoi. Donc, je savais qu'il y avait un saignement, je ne savais pas s'il était important ou pas. Mais je sentais aussi que ma botte faisait comprimer. Donc, je me suis dit, normalement, quand on arrive à un camp de repos, on enlève ses bottes, on enlève ses chaussettes, on se remet des vêtements secs pour éviter les gelures. Là, j'ai dit, soit je perds un orteil, soit je descends pas.
Donc je savais au camp 4, j'ai dit non, je garde ma botte, quoi. Ok. Donc on les a enlevés que quand je suis arrivée à l'hôpital, 36 heures après. 36 heures après. Ouais. 5e invité, Jean-Louis Gasset. Icône du football français, ancien coach du PSG, de l'OM et de l'équipe de France. Et pourtant, il parle avec une simplicité désarmante. Jean-Louis, c'est la classe tranquille, le leadership par l'exemple. Dans cet épisode exclusif, car Jean-Louis Gasset ne parle pas à la presse, il nous raconte son aventure notamment au PSG, quand il croise de très grands joueurs. Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva, Maxwell, les uns après les autres, bonjour. Ils savent pas si je suis le cuisinier. Laurent Blanc, ils savent qui c'est. Mais Jean-Louis Gasset, ils savent pas. Donc, ils me regardent et ils disent, c'est quoi ton rôle? Et au bout d'un moment, ils voient que Laurent, lui, il se met loin et que c'est moi qui dirige. Et pour gagner la confiance de joueurs comme ça, qui ont connu le Graal, ils ont connu les meilleurs, ils ont joué les plus grands matchs, ils sont internationaux. Là, il faut un peu de courage et il faut du cran. Il faut du cran parce qu'il faut être sûr, parce que eux, ils attendent que tu donnes, comme ils disent, le mécanisme. Eux, c'est leur mot. Le mécanisme. Comment on attaque, comment on défend, comment on la sort, comment on presse. Une fois que c'est clair, après, c'est à eux. Le match, il leur appartient. Mais là, il faut savoir ce que tu fais. En 6, Anne Ferrer. Directrice du CHU de Montpellier. 13 000 personnes à manager au quotidien et une vision du soin qui mêle écoute, exigence et humanité. Anne, c'est la force douce et la rigueur bienveillante. Anne nous parle de son aventure au CHU de Montpellier et nous propose d'arrêter l'hôpital bashing. Le faire savoir et arrêter l'hôpital bashing. Ouais. Parce que moi, ce que je vois au quotidien, et d'ailleurs ce que vivent les patients, parce que je reçois les courriers des patients, et je lis et je traite avec autant d'attention les messages compliqués, et il y en a, parce que il y a des moments où on pourrait faire mieux, et c'est important que je le lise et que on regarde comment progresser. Il y a aussi tous les messages qui parfois sont extrêmement touchants, de remerciements, qui ciblent des professionnels ou qui veulent mettre en exergue des équipes. Et tout ça, c'est la vie d'un hôpital. Et moi, en tout cas, je préfère me focaliser sur ces éléments positifs qui nous caractérisent tellement mieux. En 7, Maëva Carter. DJ reconnue dans le monde entier, entrepreneuse, artiste solaire, Maëva, c'est la lumière du Sud qui fait danser les foules et bouger les lignes. Dans cet épisode, j'ai adoré l'anecdote de Maëva quand elle nous raconte qu'elle est devenue la DJ de Madonna. Rien que ça. Mon agent m'appelle, il me dit « Bon, Maë, t'es où ?» Je dis « Je suis à Paris, en transit, je rentre à Montpellier, prendre ma valise et je pars rejoindre mes copines. » Et là, il me dit « Mais absolument pas. » Il me dit « Je t'explique. Tu rentres à Montpellier, tu défais ta valise, tu refais ta valise, tu prends ta plus belle tenue et tu repars à Allstatt. » Je dis « Mais comment ça ?» Il me dit « En fait, Madonna et son meilleur ami, ils sont tombés littéralement amoureux de toi, ils t'ont kiffé et du coup, ils ont annulé leur DJ et ils veulent que toi. Ils veulent rien savoir. » Il dit « Donc en fait, t'as même pas le choix. » Et je dis « Ah bon et tout ?» Je dis « Mais attends, mais c'est un truc de ouf. » Incroyable. Donc incroyable. Juste la personne donc, du coup, qui t'offrait les shooters. C'était le meilleur ami de Madonna. C'est le meilleur ami de Madonna. Donc incroyable. Et donc du coup, tu te retrouves à rentrer à Montpellier, refaire ta valise. Et repartir. Et repartir. Et repartir. Sauf que du coup, j'étais pas, je savais pas trop comment ça allait se passer au niveau de l'organisation. Et je sais pas où je vais dormir, je sais pas, parce que c'est plus du tout les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler. J'arrive à Allstatt, un chauffeur me récupère. Là, je me retrouve chez le meilleur ami de Madonna. Et il s'avère qu'en fait, le papa donc le père du meilleur ami de Madonna est le bras droit d'Obama. Oui. Là, tu changes de sphère. Donc là, je vois des photos d'Obama un peu partout et tout ça. Et je me dis, mais où je suis? Je dors dans une chambre où tout marche avec des iPads. Ouais. Sauf qu'à l'époque, pour moi, un iPad, c'était genre, je ne savais pas du tout comment ça marchait. En 8, Alice Catellino. Styliste, créatrice, exploratrice d'univers. Alice ne rentre dans aucune case. Elle les redessine, elle ose. Et elle inspire une génération entière à s'affirmer autrement. Dans cet épisode, Alice nous propose un tips.
Comment utiliser ChatGPT en tant qu'entrepreneur pour mieux communiquer. Ça s'appelle l'exercice de la boussole. En gros, on est à l'ère de ChatGPT. Ouais. Donc, vous allez télécharger ChatGPT 4.0 minimum. Avec cet outil, vous allez pouvoir éduquer ChatGPT à tout votre parcours, votre histoire, votre storytelling et aussi des éléments de votre business. Par exemple, moi, je vais raconter que j'habitais au Maroc, que j'adore mon petit chien, que j'étais une ancienne anorexique, que j'ai telle et telle croyance sur moi, que j'ai vécu tel échec, etc. En gros, tu nourris un prompt ChatGPT par rapport à toi, ton Exactement. histoire. Okay. Et de l'autre côté, je vais lui donner aussi d'autres astuces, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Là, il a tout le contexte. ChatGPT a besoin d'avoir un contexte. Ensuite, grâce à cette boussole, et qu'il a été éduqué, d'ailleurs, on peut le faire au cours d'un prompt. Le prompt, c'est dans la discussion de ChatGPT, mais on peut aussi emmagasiner dans sa mémoire en faisant une personnalisation depuis les paramètres de ChatGPT. Voilà. Donc, une fois qu'il sait ça, ce que je vais lui demander, et vous pouvez le faire chez vous, c'est super, super ludique et intuitif. Je vais lui demander d'être un expert social media manager, de me préparer un tableau de 30 posts pour créer un planning éditorial. Et dedans, il devra faire des contenus clivants, inspirationnels, des contenus humoristiques, des contenus d'expertise, d'autorité, etc. Il reprend des éléments de mon récit et il me donne les thématiques pour des réels, des carousels, des albums, enfin peu importe ce que vous voulez. Et là, il va faire, comme par magie, un tableau de tout ce que vous avez à préparer pour le mois en cours, et c'est d'une puissance sans précédent. C'est exceptionnel. À vous, après, bien sûr, de corriger s'il y a des choses qui ne vous ressemblent pas, mais vous aurez comme ça, comme un magazine sans pub, avec un peu de storytelling, un peu de clivage, un peu d'expertise, etc. Incroyable, voilà. Super. Et vous pouvez suivre tout ce qui a été indiqué par Alice, vous montez un business, voilà. Vous avez votre plan à suivre avec ChatGPT. 9e invité, Hugues Galambrin, fondateur de Septéo, valorisé à plus de 3 milliards d'euros. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa vision éthique du business. Hugues parle vrai, agit juste et construit grand, sans compromis. Dans cet épisode, Hugues nous raconte comment il est passé d'une petite boîte à une boîte internationale et quelle force l'anime pour faire cela. La force, je crois, d'un fondateur, c'est que j'ai connu la toute petite boîte. Ouais. Donc finalement, j'ai été une petite boîte. Donc c'est pas parce que maintenant je suis gros, plus connu, que la boîte a de l'impact nationalement sur le plan européen que je dois moi changer. Alors je dis dans mes habitudes forcément, j'ai un peu changé. Je te disais tout à l'heure que je gérais plus mon agenda. Voilà, typiquement c'est quelque chose qui a changé et qui a été pour moi un peu stressant, mais en termes, mes valeurs, en tout cas, ce que je porte en moi, ne doit pas changer. Et je crois, alors évidemment, peut-être que mes proches me diraient, mais si, t'es devenu un vrai con depuis que tu t'es pris là. Je sais pas ces échos-là pour l'instant. Bon, ça va. Et dernier et 10e invité, Julien Cavart. Artiste, sculpteur montpelliérain, il façonne la matière comme il capte l'essence des êtres. Julien travaille aujourd'hui avec des icônes comme Zidane, Platini, Parker, Dupont ou d'autres artistes internationaux. Il transforme le mouvement en émotion et chaque œuvre en rencontre inoubliable. Dans cet épisode, Julien nous parle d'une technique un peu particulière. Je ne sais pas si vous connaissez, la loi de l'attraction. Tiens, voilà, si on peut en parler à ce moment-là de la loi de l'attraction, c'est... on en a un peu parlé en off, ouais, j'attendais ça. C'est ça, alors moi ça a beaucoup compté. Je suis quelqu'un qui a des fois dit des choses... c'est pas vrai ou pas vrai, c'est que j'avais un objectif, mais j'avais tendance à pas le garder pour moi. Je vais le dire à tout le monde. Ok. Et l'attraction fait tellement que l'objectif, je le mets en avant, que derrière, on peut voir avec les personnalités que j'ai fait, c'était des choses que j'avais pour objectif en disant j'ai envie, je veux, j'ai envie. Je veux et je vais travailler avec Zinedine Zidane. Ça, voilà, et ben à force, ça a pu se réaliser. Ouais. Grâce à l'entourage, à des gens qui croient en toi. Et je pense que voilà, c'est si on peut parler de la loi de l'attractivité, c'est vraiment de dire je veux un truc, j'en parle. Et après peut-être il y en a qui vont dire ah, mais non, moi j'en connais qui vont dire mais non, quand t'as un projet, n'en parle pas et tu en parles que quand il se réalise. Alors, moi je fais l'inverse de ça. Ouais. Il s'est pas réalisé, j'ai déjà dit à tout le monde. Et, la personne ne sait même pas qu'il va travailler avec moi. Ouais, tout le monde le sait. Ce podcast, c'est aussi un cri d'amour pour la ville de Montpellier. Une ville pleine d'énergie, sportive, talentueuse, moderne
qui se transforme. On la reconnaît par ses terrasses, ses ruelles, son centre-ville. Mais Montpellier a quelque chose d'autre, une vibration unique, une ville qui fait naître, qui forge et qui révèle. Alors dans ce podcast, chacun des invités m'a parlé de Montpellier à sa manière, avec amour, avec nostalgie parfois, avec du feu, avec des sourires, avec des rires. Mais dans ce best-of, j'ai eu envie de vous montrer ça. Le Montpellier de nos invités, celui qu'ils vivent, celui qu'ils aiment, celui qu'ils ressentent, leur Montpellier. Beaucoup, la ville de Montpellier, pour moi, c'est déjà la ville dans laquelle je me suis ancré après m'être déraciné de mon pays natal, celle qui m'a vu grandir. Donc voilà, c'est une ville qui m'a accueilli à bras ouverts. Donc une ville d'accueil et une ville dans laquelle je me sens plutôt bien. Par rapport à la pâtisserie, j'ai la chance d'être justement dans un endroit qui est pas trop saturé en termes d'offres de pâtisserie. Il y en a, comme on trouve un peu partout, entre guillemets, mais si on va à Paris ou dans des grandes villes, là, la concurrence, elle est vraiment féroce, on peut dire, mais à la fois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde quand on travaille bien. Mais oui, sur Montpellier, je pense qu'il y a de belles opportunités à saisir dans tous les domaines, parce que c'est une ville qui est en plein essor et il y a de quoi faire, en fait. Il y a de la place. Ce que j'aime bien dans cette ville de Montpellier, c'est que elle montre que le vivre ensemble, c'est pas juste des mots, que on peut avoir plein d'horizons distincts et pour autant vivre dans un endroit qui est très chouette, qui se développe, qui bouge, qui avance. Et ça, c'est je pense que c'est l'avantage majeur de Montpellier, c'est celui-ci. Ouais. Montpellier incarne le vivre ensemble. Il faut le dire parce qu'on le souligne pas assez. Ouais, c'est vrai. On peut y aller, et en plus, j'allais dire, Montpellier est quand même une ville où on peut... Où on peut kiffer la vie. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, il y a beaucoup de structures qui peuvent accompagner, donc que ce soit dans le milieu sportif ou autre, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est aussi attractive pour ça. Et il faut en profiter, quoi. Profiter de ce que Montpellier peut offrir, et il y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. J'adore. Soyez fiers de votre ville, parce que elle est aimée. On a tout ici. On a tout. Le sport, la médecine, le climat, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Soyez fiers de votre ville. Soyez fiers de votre ville. Comment est vu Montpellier, comment est vu son CHU en France, selon toi ou selon tes expériences passées ? Alors, on a des systèmes de ranking en termes de production. On a parlé tout à l'heure. Voilà, en termes de production de soins, on est entre le 6e, 7e place. En termes de recherche clinique, on est 5e, 6e place. Classement du point, on est à la 4e place. Donc, on voit qu'on est véritablement l'un des établissements les plus forts chercheurs, avec une bonne qualité de soins. La Haute Autorité de Santé, qui va revenir bientôt nous évaluer, mais nous classe comme un établissement qui donne des soins de qualité. On est plutôt bon dans tous les classements. Alors, quand on est bon, il faut le rester. Ça représente les amis, le soleil, la joie de vivre et mon confort. C'est vrai que je voyage énormément aux quatre coins du monde. Et même si des fois, il a fallu, pour des raisons professionnelles ou personnelles, partir habiter dans un autre pays comme la Chine, les Pays-Bas, je suis toujours revenue à Montpellier. C'est vraiment là où je me sens le mieux et où il faut bon vivre. Donc voilà. Montpellier est vu par d'autres villes extérieures comme une ville dynamique où il y a beaucoup de startups, où il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Clairement, écoute, là, c'est pas un mythe. Moi, j'ai des copines qui sont entrepreneurs à Toulouse qui vont déménager pour aller à Montpellier. J'ai d'autres copines qui sont arrivées de Marseille qui m'ont dit, mais attends, nous, on se casse, on va à Montpellier. Il y a une espèce d'élan qui se crée, même le festival Women Camp qu'on prépare cette année, il est à Montpellier encore. Les gens savent que ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, et particulièrement l'entrepreneuriat féminin, c'est à Montpellier que ça se passe. Venez à Montpellier, c'est là que ça se passe. Girl power. Je m'aperçois qu'à Montpellier, il y a beaucoup, il y a une dynamique entrepreneuriale assez forte. Alors, évidemment, il n'y a pas des multinationales, on dit Septéo un peu mais pour arriver chez Septéo, on est parti tout petit. Exactement. Donc il y a plein de petites boîtes qui vont devenir des Septéo futurs. Enfin, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, je suis quand même hérolté, montpelliérain, parce que voilà, j'ai mes ateliers aujourd'hui à Saint-André-de-Saint-Gonis. J'habite à Villeneuve-les-Maguelones et c'est des paysages hors normes, ne serait-ce que sortir avec les enfants, le chien dans les étangs,
La Donc, qualité de vie ici, elle est quand même importante et c'est bien de le souligner. Ah ouais, et donc je suis très très content d'être dans l'Hérault. Parce qu'un podcast, c'est pas que ce qu'on voit derrière l'écran, c'est aussi ce qui se passe derrière. C'est pas que des vidéos, c'est pas que des caméras, c'est pas que des micros, c'est aussi des galères. Et on en a vécu pas mal, des galères. Des micros qui lâchent, des invités qui arrivent en retard, des invités qui annulent en dernière minute, des problèmes techniques, et on en a eu quelques-uns. C'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de difficultés, mais on n'a pas lâché et c'est aussi grâce à une équipe qui est derrière, une équipe que j'aimerais vous présenter. Parce qu'un podcast comme celui-ci, c'est pas qu'un one-man show. C'est beaucoup de personnes, c'est une maquilleuse, c'est une équipe technique, c'est une boîte de production, c'est des gens qui m'aident à chercher des invités, c'est des gens qui m'aident à préparer les interviews, c'est un lieu, c'est de la mise en place d'un lieu, c'est de la communication, c'est des visuels. Et ça fait beaucoup, et ça fait une équipe. Et cette équipe, on va essayer de vous en présenter une partie aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter la boîte de production avec qui j'ai collaboré pour ce projet, Doya Studio. Et pour ça, il y a Théo qui est ici présent. Salut Thibaut. Salut mon Théo. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Ça fait plaisir que... Le canapé bouge toujours? Toujours. Ah, tu sais, on a les moyens, mais c'est quand même un peu du toc des fois. Non, je vais peut-être pas dire ça. C'est pas une super pub, mais... Tu vas bien? Bien ça installé. fait 3 fois que je recommence. Donc Ouais, c'est vrai, mais ils le savent pas derrière l'écran. Ouais, mais moi je vais le savoir au montage. Alors Théo fait partie de l'équipe de Doya Studio. Exactement. Qui nous accompagne sur le projet. Comment a été l'aventure Vie Lumière, Théo? Comment t'as trouvé ça? Comment c'était passé? Eh ben franchement c'était un super projet et qui et nous parlait beaucoup au sein de l'équipe parce que ton but c'était de mettre en avant la ville de Montpellier. Et c'est un truc qui personnellement et avec mon équipe aussi nous parle beaucoup puisque forcément c'est une petite ville, comme tu le dis selon les Parisiens c'est une petite ville, alors qu'en fait il se passe énormément de choses à travers le sport et à travers tous les invités que t'as invités et qui ont très bien représenté ce qui se passe à Montpellier. Merci. Voilà. Et si tu avais une petite anecdote, une petite histoire à nous raconter, qu'est-ce que tu dirais sur cette saison 1? Une seule? Ou un florilège? En fait, j'en ai juste une là qui vient de me marquer. Tu sais, à chaque fois quand on te fait clapper au début, c'est inutile. Enfoiré. C'est vrai? Et en fait... Je le fais à chaque fois en plus. Je le savais dès le 2e épisode. C'était inutile. Mais en fait, à chaque fois, je me suis dit, je vais lui faire la blague à la fin de l'épisode. Et à chaque fin d'épisode, juste, tu sais, je rangeais le matos, je passais à autre chose. Parce que là, on vient de tourner 3 scènes. Tu l'as refait? Ouais, bien sûr. Même là, tu l'as refait, je crois. Donc... Moi, j'ai dit de le refaire. Mais c'est quoi là, Théo, je m'adresse à moi-même. Théo, fais passer une compile des moments où il clappe pour rien. Ça peut être très drôle. Bon. Ah ouais, c'était vraiment inutile parce qu'en fait, le micro est déjà synchronisé. D'accord. Et au montage, en fait, ça synchronise automatiquement. Venir maintenant. Voilà. Moi, par contre, je me souviens de l'épisode numéro 1, avec Fulgence notamment. Ouais. On a eu quelques galères. Super rugbyman, Fulgence. C'est vrai. On le salue d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on a eu quelques galères. En fait, comme je te disais en off tout à l'heure, en fait, il faut savoir que Thibaut, c'est le collaborateur avec lequel on a eu le plus de galères dans l'année. Et ça fait, tout s'est concentré sur lui. C'est-à-dire que ça arrive des couacs dans notre métier, mais en fait, tout s'est concentré sur toi. Ouais, des galères techniques, de caméra, de son, Je te remets le trophée du client le plus poisseux. Ah, Merci. Il est magnifique. C'est adorable. En plus, vous me mettez les moyens. Ouais, c'est pas du toc. Ça me touche. Théo, c'était un plaisir de travailler avec vous. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Doya, avec qui vous travaillez et comment vous justifiez ce tarif si exorbitant? Il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est une société de production que j'ai donc montée avec Clarence, mon associé qui est derrière. On lui fait coucou. Ça fait 3 ans maintenant. Et on a maintenant du coup un nouvel associé qui est Mathéo. Et on fait de la prestation vidéo, donc de la production du visuel, pardon. Et nous, ce qui nous anime vraiment, c'est de prendre le projet à sa racine et de faire de la pré-production, de développer, de travailler autour de la vidéo et de pas juste utiliser la vidéo. Okay. Alors, comme tu le sais, comme tu as pu l'expérimenter sur le podcast, le produit fini à lui-même ne sert pas à grand-chose. Un accompagnement complet, quoi. Un accompagnement complet. Et pour qui ça va vraiment pour tout type de personnes, tout type de société, des particuliers, on fait les mariages, etc. On s'ouvre vraiment à tous les univers. Et le tarif exorbitant, j'ai envie de te dire, t'as quoi comme voiture? J'ai une classe A. Ok. Pourquoi t'as pas une Ferrari? Parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Voilà.
Mais t'aimerais avoir une Ferrari. J'aimerais avoir une Ferrari. Voilà, il y a des gens, ils aimeraient avoir Doya Studio. Toi, tu peux te le permettre. C'est vrai. Doya Studio égale Ferrari. Voilà. Merci. Avec plaisir. Je peux partir? Oui. Merci. Comme partenaire et sponsor, on a aussi eu une personne qui est importante pour moi, un ami qui a créé une belle boîte, Fulgurance, mais il est ici pour nous en parler. Salut François. Ça va, Tim? Ouais, nickel. Nickel. Et toi? Impec, merci. Super. Bon, ça fait plaisir de te voir ici, oui. de l'autre côté de l'écran. Ça change. Ouais? Ouais. Du coup, dis-nous, c'est quoi qui t'a inspiré, c'est quoi qui t'a donné envie de participer à l'aventure à Ville-Lumière? Déjà, tu m'en avais parlé auparavant, Ouais. avant le lancement, chez moi. On s'était fait un petit repas. Exactement. Petit dîner ensemble en amoureux. Ouais, c'est ça, en amoureux. Et j'avais trouvé l'idée super, en fait, de mettre en avant les réussites de Montpellier. Et je pense que leur histoire peut vraiment avoir un impact positif sur beaucoup de personnes, sur des entrepreneurs notamment. Et c'est vrai qu'à Montpellier, on a vraiment des très belles réussites. Donc autant les mettre en avant. Et tu as bien fait ton job. Donc félicitations. Merci, ça me touche. Et c'est vrai que tu parles d'entrepreneur. Alors François est quelqu'un de très très humble. Et il a créé des boîtes déjà auparavant. Mais là, tu as créé Fulgurance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Vraie boîte à succès. Ouais, concernant la technologie Fulgurance, on est spécialisé en électrostimulation. On a créé une technologie innovante avec des électrodes incorporées dans les combinaisons. Ouais, c'est combinaisons sportives pour faire ton sport. C'est ça, il y a la grande différence en fait, c'est qu'on a vraiment innové le système. On n'a pas de câble, pas de scratch, pas besoin d'humidifier les combinaisons. Donc il y a un gros confort et un gain de temps énorme pour les coachs avec du très beau résultat, une très belle demande. On a fait également Qui veut être mon associé, ça a été une très belle expérience. Sur M6. Ouais, une très belle expérience. Donc ça, c'est sur la partie technologie. Et à côté de ça, on a un autre business aussi, sur lequel on travaille dur depuis plus de 3 ans, qui est Fulgurance Coaching. On a créé le premier réseau de coachs indépendants à domicile en marketing de réseau. Ça a été du travail. Ça va voir le jour d'ici fin 2025. Donc voilà. Incroyable. Tout se passe bien. Bravo. Plein de succès pour la suite. Merci. Merci à toi. Et tu as appelé Fulgurance Coaching et Fulgurance Technologique. C'est ça. C'est ça. Vous allez trouver, c'est top et c'est super d'avoir des entrepreneurs comme ça, jeunes, dynamiques, montpelliérains, qui veulent changer le monde et qui veulent faire de Montpellier une place forte dans le monde du business. Merci à toi, Tim. Merci pour le projet. Merci pour ce que tu as fait. Et on a aussi un ancien grand joueur de foot. Hein. Vous pouvez taper ses vidéos et trouver tous ses buts sur YouTube. Merci François. Merci. Ce projet, c'est aussi un lieu, c'est aussi un endroit qui me tient à cœur. Forcément, c'est le Mas du Cheval. Et aujourd'hui, Théo, directeur du Mas du Cheval, qui est présent. Salut Thibaut. Ça va mon Théo? Ça va et toi? Ouais. Donc il faut... Ouais, attention, c'est un peu léger ici. Je sais pas si tu connais, mais... Un peu. On est ici au Mas du Cheval. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. Tu connais un peu? Je connais un peu. Un peu. On a un peu travaillé ensemble. Un peu. On a un peu fait des foot aussi. On a un peu fait des foot aussi. On a fait des soirées aussi. Des soirées, un peu. Ça, on va pas trop en parler. C'est ça. On n'est pas là pour ça. Tout s'est tourné au Mas du Cheval, les 10 épisodes, que ce soit dans les chambres d'hôtes, que ce soit dans les espaces un peu de réception. C'est ça. Le Mas du Cheval, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors le Mas du Cheval, c'est simple. Déjà, c'est une affaire familiale. Ouais. Déjà, pour résumer tout l'envers du décor du bébé. Et nous, on est un établissement qui fait de l'événementiel. Autant sur les parties soirées grand public, on fait aussi la partie plus privatisation avec du séminaire, du mariage, des baptêmes, enfin, vraiment de là, tout. On peut faire un événement là derrière la piscine. Je peux faire un événement là derrière la piscine sans problème. Sans problème. Non. Donc voilà, le Mas du Cheval, c'est aussi des maisons d'hôtes, enfin des chambres d'hôtes, c'est vraiment tout ça. Voilà, un lieu qui vit. Des chambres d'hôtes à thème. Et un endroit qui est à proximité de Montpellier, là, c'est ça, c'est vraiment collé à Montpellier. Ah, c'est collé. On ne peut pas faire plus collé. On est vraiment enfin, je ne sais pas comment on peut dire, si on est à l'entrée ou à la sortie de Montpellier. Ouais, à l'entrée. Et voilà. Mais voilà, on est vraiment collé à Montpellier. Je pense quand même très très bien desservi. Donc non, le lieu est top. Le lieu est top. Un mec top que vous pouvez retrouver dans les soirées du Mas du Cheval tous les vendredis soirs et samedis soirs. Vous pouvez faire vos podcasts, vous pouvez faire vos vidéos, vos tournages, vos réceptions comme tu disais. Il y a plein de choses à imaginer ici. Vous pouvez contacter Théo d'ailleurs. Avec grand plaisir. On sera là pour vous accueillir. Et merci encore pour ces 10 épisodes. Merci à toi. Plaisir. À bientôt. À bientôt. Je vais oublier personne parce qu'il y a aussi Mélodie qui m'a accompagné sur la com. Il y a Bastien avec Authenticom qui m'a
accompagné sur le marketing, qui m'a accompagné aussi sur la stratégie. Et il y a bien sûr Enerfip qui a sponsorisé ce projet, qui a été là pour que ça démarre, qui m'a beaucoup aidé, avec Vincent à sa tête. Donc comme vous pouvez voir, c'est toute une équipe, c'est des histoires, c'est des relations humaines, c'est des gens qui s'apprécient. Voilà, particulièrement, moi je gagne pas d'argent sur ce projet. Beaucoup de gens m'ont accompagné, m'ont aidé, et sur ça c'est important de le dire, et c'est important de montrer qu'il y a des gens qui se bougent pour Montpellier, il y a des gens qui font en sorte que cette ville rayonne. Alors Ville Lumière, c'est peut-être que le début. D'autres visages, d'autres histoires, d'autres villes, mais pour ça on a besoin de vous. On a besoin de sponsors, on a besoin forcément de côté financier pour arriver à créer une saison 2, que ce soit dans d'autres villes ou à Montpellier. Ce que vous pouvez faire pour nous, c'est liker, partager, commenter, parler du podcast, et ensemble, on va mettre la lumière sur d'autres villes de province. Ce projet m'a permis de rencontrer des gens incroyables, m'a ouvert des portes de personnes avec des parcours exceptionnels, très inspirants, qui m'ont fait réfléchir sur le business, la culture, le sport, mais aussi sur moi. Merci à vous, merci à eux. J'ai compris, même si je m'en doutais un peu, qu'on n'a vraiment pas besoin de passer par Paris pour briller. On peut avoir la lumière tout en restant à Montpellier, tout en faisant des projets fous, avoir des idées exceptionnelles. J'ai aussi compris qu'on peut créer du beau, du vrai, sans formatage, sans triche et avec beaucoup d'authenticité. Alors merci à vous d'avoir regardé, écouté, partagé, de nous avoir soutenus. J'ai reçu plein de messages, j'ai reçu plein de personnes aussi qui voulaient participer à Ville Lumière. Alors un grand merci, ça me touche sincèrement du fond du cœur. D'ailleurs le cœur qui est là. Comme tu du fond du cœur, là tu passes pour un con. Je pouvais pas le garder, mais j'avais les fiches. Et rappelez-vous, il se passe des choses incroyables dans nos villes, et il est temps de le raconter avec fierté.